on a fait 15 km. Ça pique la reprise, hein. Mais Yann, ça fait un mois que t'as pas couru, ça fait beaucoup quand même 15 km pour une reprise. De toute façon, faut bien s'y remettre, hein. Si vous voulez éviter de vous faire une tendinopathie achilléenne, le fameux syndrome de l'essuie-glace, le syndrome fémoro-patellaire ou bien, même pire, une fracture de fatigue, ne faites pas comme Yann. En effet, saviez-vous que 50% des coureurs se blessent tous les ans et 80% de ces blessures sont dues à l'entraînement? De plus, le risque de blessure est largement augmenté lorsqu'on arrête brusquement le sport et qu'on le reprend ensuite à la même intensité. C'est le phénomène qui s'est produit durant le premier confinement. Beaucoup de personnes se sont retrouvées avec du temps à perdre, alors ils se sont dit pourquoi pas se remettre à la course à pied. Ainsi, ils sont passés de 1 voire 0 sortie par semaine à 3-4 entraînements, voire même plus. La principale cause de blessure en course à pied n'est donc que due à une mauvaise gestion de ces entraînements. Et heureusement pour nous, la résolution du problème ne tient qu'en 3 mots. Volume, intensité, dénivelé. Si tu fais partie de ces personnes qui veulent se remettre à la course à pied mais qui ne savent pas trop comment faire pour ne pas se blesser tout en augmentant les entraînements pour atteindre tes objectifs de performance, regarde la vidéo jusqu'au bout, elle est faite pour toi. Premièrement, pour bien doser ses entraînements, il faut savoir quantifier son stress mécanique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, quand on court, on va venir traumatiser notre corps qui est fait de tissus comme les muscles, tendons, ligaments. Selon le volume d'entraînement, nos tissus et muscles vont s'adapter. Donc, si on court trop vite, trop fort et trop longtemps, notre corps n'a pas le temps de s'adapter et c'est là que surviennent les blessures. Voici un schéma pour vous aider à comprendre. On retrouve 3 zones. La première qui est la zone de repos sous la courbe verte où un stress mécanique trop faible aura pour conséquence de favoriser le déconditionnement, fragiliser les tissus et augmenter le risque de blessure. A l'opposé, lorsque l'on fait trop de sport, au-dessus de la courbe rouge, on exerce un stress trop important sur les tissus qui aura pour effet d'inflammer et d'irriter. Le corps nous enverra différents signaux comme des douleurs pendant et après l'effort, une raideur matinale et un gonflement. La dernière zone est la zone d'adaptation, c'est l'idéal à atteindre, ni trop ni pas assez. Le corps va ainsi se renforcer, il sera donc prêt à réaliser des séances de course plus intenses sans risquer la blessure. Résumons ce que l'on vient de présenter avec une petite illustration. On considère que la voiture c'est notre corps et notre capacité du moment à supporter le stress mécanique induit, comme le volume, l'intensité et le dénivelé, et le canapé, ça correspond aux entraînements de la personne qui sont inadaptés. Vous ne pourrez jamais faire un marathon si vous avez l'habitude de faire 5 km le dimanche de temps en temps. Maintenant que vous avez tout compris sur le stress mécanique, on va parler de la cadence. En effet, en augmentant son nombre de pas pour une même distance, on observe une diminution du stress mécanique, de la force d'impact et pour certains une meilleure économie de course. Pieds nus, la cadence moyenne des coureurs est de 180 pas par minute. La cadence optimale est différente pour chaque personne, mais généralement elle se situe entre 170 et 190 pas par minute. Réduire la longueur de sa foulée est souvent suffisant pour l'augmenter, mais on peut toujours s'aider d'un métronome si on a du mal à suivre le rythme. À présent, vous vous demandez sûrement comment je planifie mes entraînements. Eh bien, les dernières recommandations préconisent une augmentation graduelle de la charge d'entraînement de 10% par semaine. Concrètement, si vous avez l'habitude de courir 20 km par semaine, la semaine suivante, vous devrez réaliser 22 km et ainsi de suite. A contrario, si vous passez de 20 km par semaine à 25 km, vous augmentez le risque de blessure de 21 à 49%. Enfin, tout comme il existe un risque de blessure de surentraînement, un risque lié au sous-entraînement est aussi possible. Mais peut-être que parmi vous, certains commencent tout juste à courir ou peut-être que d'autres reprennent après une longue pause d'arrêt. Pour s'y remettre correctement, voici un programme d'entraînement proposé par la clinique du coureur. Par exemple, à la première séance, on va débuter par 5 minutes de marche, puis 3 fois 1 minute de course et finir par 1 minute de marche. Il vaut mieux réaliser 4 à 6 entraînements par semaine qu'une seule grosse sortie. Si vous aimez le vélo ou la natation par exemple, il peut être judicieux de compléter ce programme avec des entraînements croisés. Enfin, l'entraînement, c'est aussi la récup. Il ne faut jamais négliger les temps de récupération car prévenir l'apparition de blessures se fait aussi sans courir. Une bonne récupération commence donc par un bon sommeil régénérateur avec une nuit d'au moins 8 heures ainsi qu'une heure de lever et de coucher fixe. Regardez comme ces deux coureurs apprécient l'eau froide. Si vous êtes courageux, la cryothérapie peut vous aider à diminuer les courbatures. Après l'effort, le réconfort. Faire le plein de glucides, protéines, lipides, minéraux, vitamines et fibres ne peut que faire du bien au corps. Faites-vous plaisir en mangeant des céréales complètes, des légumes et fruits variés et aliments non transformés. Comme notre corps est composé à 60% d'eau, l'hydratation est primordiale, elle élimine les toxines et aide à faire le plein de minéraux. Les eaux riches en bicarbonate sont donc à favoriser comme la Saint-Thior, Badois ou Vichy.
Enfin, faire du renforcement musculaire ciblé permet de prévenir l'apparition de blessures en optimisant la force et l'endurance. Et voilà, vous savez presque tout pour devenir un super coureur. Mais comme parfois la blessure survient malgré tout, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos pour savoir comment en finir avec la tendinopathie achilléenne par exemple. Mais je vous conseille surtout de vous rapprocher de votre médecin traitant ou de votre kinésithérapeute pour obtenir un bilan médical. À bientôt pour une prochaine vidéo.